rapport sur la compétitivité à Jean-Marc Ayrault. Il est en train de s'exprimer dans la cour de Matignon. On l'écoute tout de suite en direct. 22 mesures principales. Je dis principales parce qu'il y en a d'autres. 22 mesures principales, d'une part, pour arrêter la glissade, arrêter le décrochage, soutenir l'investissement. C'est ce que j'appelle avec mes mots le choc de compétitivité, qui est en fait un choc de confiance. Et puis d'autre part, des mesures qui visent à mener la reconquête industrielle. Cela prendra du temps, cela veut dire qu'il y faudra de la méthode et de la persévérance. Cela veut dire aussi qu'il faudra que les Français soutiennent cet effort collectif qui peut être aussi un magnifique projet pour notre pays, celui de la reconquête industrielle. Cela suppose beaucoup de dialogue, beaucoup de débats, et en particulier que le dialogue social à tous les niveaux, celui des entreprises, celui des branches, au niveau régional, au niveau national, que ce dialogue social trouve un nouveau dynamisme, un nouvel élan. Parce que nous avons besoin que se noue une sorte de pacte social entre tous les partenaires. Pacte social qui est en fait le véritable socle du pacte pour la compétitivité de l'industrie française. Je crois que nous avons besoin d'une véritable mobilisation et je ne crains pas de le dire, d'un véritable patriotisme. Il faut que le Club France travaille de manière solidaire. Il faut que le Club France s'engage dans cette reconquête. Je vous remercie. Je ne m'exprimerai au cours de la journée sur ces différents sujets. Je dois rencontrer cet après-midi la Conférence nationale de l'industrie et je lui dois la primeur des détails. Mais vous les aurez très rapidement. Merci. Oui, pardon. Le choc pèsera sur qui, M. Gallois? Écoutez, vous verrez bien. Encore une fois, je ne peux pas détailler ici les mesures, d'abord parce qu'il y en a 22 et que ce que vous appelez le choc n'en concerne qu'une. Donc, il faudrait que je parle des 22 et vous comprenez que ce n'est pas le lieu. Pas les rumeurs, les tweets qui la presse parle de 30 milliards d'euros. Je vous confirme ces chiffres, mais qui demandent à être précisés. 20 milliards de charges de cotisations patronales et 10 milliards de cotisations salariales. Je vous remercie. Merci. Vous n'avez pas peur qu'ils soient enterrés comme beaucoup de rapports sur la compétitivité ont été enterrés? Écoutez, ça ce n'est pas mon affaire, c'est celle du gouvernement. Moi j'ai remis un rapport au gouvernement. Je crois que le meilleur service que je puisse rendre au gouvernement, c'est de lui dire ce que je pense, ce que je crois bien, ce que je crois bon. Maintenant, ça sera l'affaire du gouvernement qui a évidemment d'autres contraintes que les miennes et qui voit ça dans un cadre beaucoup plus large que celui de mon rapport qui est très focalisé sur l'industrie. Vous avez parlé de confiance et non plus de compétitivité. Vous reprenez les mots du Premier ministre et du Président. Je parle de choc de compétitivité qui est un choc de confiance. Vous voyez que j'ai l'esprit de compromis. Merci. Monsieur Gallois, c'est ici. Voilà, merci. Merci madame. Voilà Louis Gallois qui s'exprimait donc en direct sur les chaînes parlementaires à la sortie de Matignon, puisque c'est aujourd'hui à 11h30 très précise qu'il a remis son rapport sur la compétitivité à Jean-Marc Ayrault. Et on va revenir sur ce rapport avec Jean-Louis Gombaud, notre spécialiste économique. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Alors, Louis Gallois qui a donc remis son rapport ce matin à Jean-Marc Ayrault et qui devait s'exprimer devant la presse, une déclaration finalement très brève. Très brève et teintée d'une certaine philosophie sur la question, parce que les mots que j'ai retenus, moi d'ailleurs, la dernière phrase qu'on a entendue avant qu'il prenne sa voiture, choc de confiance, dit-il.
C'est une façon différente, a-t-il dit, de parler de choc de compétitivité. Donc il reprend un mot qui avait déjà, une expression qui avait été employée par Jean-Marc Ayrault. Et il conclut, il dit, voyez, j'ai l'esprit de compromis. Autrement dit, et vous, quand on lit, quand on ne lit pas, quand on prend connaissance de la déclaration qu'il vient de nous faire, les mots qui reviennent souvent, c'est cela demandera du temps, cela demandera de la méthode, cela demandera de la persévérance. Il faut un pacte social. Donc on voit qu'on est loin du choc. C'est-à-dire que le temps, la persévérance, la méthode et le pacte social. Et on revient sur des expressions qui ont été employées alternativement par le président de la République et par le Premier ministre qui veulent un pacte sur le long terme. Donc, d'une certaine façon, Louis Gallois lui-même dit bon ben moi j'ai pondu mon rapport tel qu'on me l'a demandé, j'ai parlé effectivement moi-même de choc de compétitivité, mais je tiens compte des contingences devant lesquelles se trouve le gouvernement et d'une certaine façon il met pas de l'eau dans son vin, mais il amorce l'idée selon laquelle les choses ne se feront pas brusquement, mais se feront avec méthode et ça demandera du temps. On avait l'impression qu'il était un petit peu résigné, Louis Gallois, hein, dans sa déclaration à la presse. Résigné, je sais. En tout cas, il a pris en compte, il a dit, le gouvernement a des contingences qui dépassent le cadre de mon rapport et dont il doit tenir compte. Moi, j'ai fait mon rapport, mais lui, et je crois que c'est une bonne analyse, parce qu'en fin de compte, les hommes politiques, les politiques ne sont pas là pour appliquer des rapports des autres, fussent-ils les meilleurs experts, et je crois que Louis Gallois en fait partie de ces meilleurs experts, compte tenu de son parcours, notamment dans l'industrie. Il a d'ailleurs dit, j'ai beaucoup insisté sur la question industrielle. Les hommes politiques doivent prendre les rapports, doivent les analyser, doivent pas s'asseoir dessus et les mettre dans un tiroir, et puis après ils font leur travail de politique. Rappelez-vous, le rapport Attali, le président de la République Sarkozy avait dit « tout ce que vous direz, nous le ferons ». Ça avait provoqué au sein même de la majorité de l'époque une certaine réticence, un certain peut-être pas tollé, mais effectivement une certaine réticence en disant « mais attendez, à quoi on sert? On est quand même là pour appliquer la politique de la majorité, pas celle de M. Attali. Les conseilleurs ne sont pas les politiques, les conseilleurs sont simplement des conseilleurs, même s'ils donnent de bons conseils, comme on peut en lire dans le rapport Gallois. » Et dans sa déclaration, hein, Louis Gallois a parlé de dialogue social, de pacte social. Il faut consulter les partenaires sociaux. Est-ce que finalement, c'était la bonne méthode, ce rapport? Est-ce que c'était pas un petit peu mettre la charrue avant les bœufs et le dialogue aurait dû se faire avant, le rapport après? Je pense effectivement, c'est une bonne question. Pourquoi le Premier ministre a-t-il choisi cette méthode? Vous demandez à un chef d'entreprise qui est passé comme patron de très grandes entreprises, la SNECMA, l'aérospatiale, SNCF, EADS, ce sont des morceaux qui, au fur et à mesure de sa carrière, sont devenus de plus en plus gros et des choses extrêmement compliquées. Vous dites, faites-moi un rapport sur la compétitivité. Bon, ben, lui, il fait son rapport sur la compétitivité. Il a vu tout le long de sa carrière, parce que la question de la compétitivité française ne remonte pas à il y a 4, 5, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est un très, très, très long parcours, ce qui d'ailleurs montre la complexité de la chose. Il fait donc son rapport et évidemment, il fait le rapport à la limite qu'on attendait d'un chef d'entreprise. On aurait réuni une commission avec, disons, des avis un peu différents, parce que c'est une question théorique et économique extrêmement complexe, la compétitivité, qui ne se résoudra pas par un grand coup de gourdin. Donc c'est quelque chose de difficile. On aurait pu avoir un rapport plus balancé dans lequel le gouvernement s'en serait peut-être mieux sorti en disant, vous voyez, il y a un débat, il y a des tensions, il y a des etc. Et il a choisi cette méthode qui est peut-être plus radical et dont peut-être il se mord un peu les doigts aujourd'hui. Et surtout qu'il y a déjà eu plusieurs rapports sur le sujet. Qu'est-ce que le rapport de Louis Gallois va finalement apporter de plus? Moi, je pense qu'il va apporter beaucoup, parce que d'abord, on n'a jamais, autant depuis déjà plusieurs mois, même quelques années, on parle beaucoup de déficit en France, de déficit public, des comptes publics, qui est évidemment un problème absolument majeur et qui a nécessité un choc fiscal. Autant la question de la compétitivité, parce qu'en fait de compte ça ne se voit pas, on voit bien qu'on utilise des produits importés, japonais, allemands et autres, chinois, etc. Mais en fin de compte, bon, les gens ne voient pas le problème. Ils voient pas. Or, de mon point de vue, c'est la base de tout.
Mais c'est les surtout problèmes. qu'on entend un peu tout et son contraire sur cette compétitivité. Est-ce que finalement il y a un réel problème de compétitivité en France? Alors, il y a un réel et très réel problème de compétitivité qui est un très très gros morceau et qui ne se résoudra pas en un jour, qui se résume en quelques chiffres. Le plus important est le déficit, évidemment, de commercial. Vous avez 70 milliards d'euros de déficit commercial qui ne cesse de croître, bien que nous soyons en croissance zéro. Normalement, en croissance zéro, on devrait importer zéro. La croissance des importations devrait s'arrêter. Donc même hors énergie, ça continue. Ce qui veut dire qu'on est enfoncé par l'extérieur et que nous n'arrivons pas à vendre. Alors pendant quelques années, on a réussi à s'en sortir comment? On a réussi à s'en vendre comme est-ce qu'on exporte quand même, on vend quand même, mais en massacrant les prix. C'est-à-dire que les entreprises ont sacrifié leur marge bénéficiaire, les prix industriels sur les 10 dernières années ont baissé de 15% pour pouvoir vendre. Et au bout d'un moment, on arrive à un moment où on a vendu, mais on ne fait plus de marge. Et comme on ne fait plus de marge, on ne peut plus investir. Et comme on ne peut plus investir, eh bien effectivement, on ne peut pas investir dans les secteurs modernes, porteurs et vendeurs. Donc on se retrouve là, au pied du mur. Alors Jean-Louis, Louis Gallois s'est bien gardé de dévoiler les mesures de son rapport lors de son point de presse. Cependant, certaines mesures ont fuité ce matin dans les Échos. Alors on ne sait pas si finalement elles sont dans ce rapport. Et la préconisation la plus importante concerne le coût du travail et cette fameuse baisse des cotisations des charges sociales. Alors il l'a confirmé juste à l'instant en un mot, puisqu'il a dit « je confirme le chiffre, mais je ne donne pas le détail ». Or, il avait l'air d'attacher beaucoup d'importance aux détails, c'est-à-dire qu'il confirmait la baisse de 30 milliards des charges sociales. Il n'a pas confirmé la durée, c'est-à-dire que c'est toujours le problème du choc. Est-ce qu'on fait ça en 2 ans? Est-ce qu'on fait ça en 1 an? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'on fait ça en 5 ans? C'est bizarre d'ailleurs de choisir un quinquennat parce que l'économie est quand même en dehors du problème du quinquennat. Mais enfin bon, bref. Et le problème, c'est qu'évidemment, si vous baissez les charges sociales, 20 milliards de charges d'entreprise, 10 milliards charges salariés, si vous baissez de 30 milliards, il faut pouvoir récupérer ces 30 milliards parce que nos comptes sociaux, puisque c'est des charges sociales, donc ça va dans les comptes sociaux, nos comptes sociaux sont d'ores et déjà déficitaires puisque la sécurité sociale dépasse un déficit de l'ordre de 20 milliards. Donc il faut lui retrouver de la recette. Alors là, la question est, et c'est là le débat, et c'est là le détail dont sans doute voulait évoquer le président Gallois, sans doute un petit peu de TVA. Mais ça, vous vous rendez bien compte que Est-ce ça... que c'est faisable dans le contexte politique actuel? Bah oui, le problème c'est que M. Hollande a tellement dit qu'il n'en voulait pas pendant la campagne électorale, il ne peut pas le regretter parce que s'il avait dit qu'il en voulait, il n'aurait pas été élu. Donc effectivement, c'était nécessaire dans la bagarre politique de dire j'en veux pas. Mais maintenant, voilà qu'elle revient. Est-ce qu'il n'a pas fait une erreur, François Hollande, en supprimant la fameuse TVA sociale de Nicolas Sarkozy? Je ne pense pas qu'on puisse parler d'erreur parce qu'on était dans une bataille politique. Vous avez en face de vous votre adversaire qui vous dit au 1er octobre prochain, j'augmente la TVA de 2 points. Bah, vous dites non, vous allez nous massacrer, c'est pas possible, etc. C'est la bataille politique. Donc, alors peut-être qu'il aurait été bien content de la retrouver. À mon avis, il va la retrouver par d'autres aspects. Notamment, il va la retrouver en relevant la TVA sur la restauration. Il va récupérer quand même quelques milliards avec ça. La TVA sur les bâtiments, les réparations du bâtiment, etc. Donc, mais il va lui falloir trouver autre chose. Et donc, il va trouver autre chose. Et sans doute, ça va être, d'ailleurs, c'est, je crois, dans le rapport, une hausse de la CSG qui, elle, évidemment, un point de CSG rapporte beaucoup plus d'argent qu'un point de TVA. Un point de TVA, ça vous rapporte 6,5 milliards. Un point de CSG, ça vous rapporte 10 milliards. Donc 3 points de CSG, vous trouvez vos 30 milliards. Le problème, c'est que ça nuira évidemment à la feuille de paie, à la fiche de paie, et donc à partir de là, au pouvoir d'achat et donc à la consommation. Voilà, c'est un peu ce que disait Benoît Hamon hier. Cette baisse des cotisations salariales de 30 milliards, ça risque de créer un choc de pouvoir d'achat immédiat. Est-ce que vous partagez cette avis? Alors ça dépend s'ils ont dans la besace des contrepoids. Et effectivement, si vous augmentez votre CSG, mettons de 1 point, 10 milliards, la personne qui reçoit sa fiche de paie, c'est un prélèvement direct. Lorsqu'il va augmenter, si on augmente la TVA, j'imaginais fort bien que les grandes surfaces, notamment, auraient mis des grosses affiches. Nous ne répercutons pas la hausse de la TVA. L'impact pouvoir d'achat est bien moindre que dans la CSG. On revient à votre question tout à l'heure. Est-ce que, quelque part, ils ne regrettent pas
Mais d'un autre côté, la CSG apparaît plus juste puisqu'elle frappe l'ensemble des revenus capitalistiques, enfin la rente, aussi bien que les salaires. Mais la remarque de M. Hamon est tout à fait pertinente. Il y a un problème. Est-ce qu'on peut augmenter la compétitivité France sans peser sur les salaires et les revenus des Français? Et si on pèse sur les salaires, parce qu'on parle de coût du travail, et le coût du travail, c'est bien des salaires notamment, et si on baisse ce coût du travail, on attaque en partie le revenu français, est-ce qu'on ne pèse pas sur la demande intérieure, qui est déjà très flageolante, au détriment de la croissance économique? Donc là, vous avez un truc entre plusieurs écueils, et c'est pas facile de se fracasser sur aucun. Surtout que cette hausse de la TVA et de la CSG dont vous parliez, c'est une hausse qui n'est pas très populaire chez une partie des socialistes. Est-ce que vraiment François Hollande peut prendre ce risque de se mettre à dos une partie de sa majorité? Alors là, à la limite, c'est ce qu'a dit M. Gallois tout à l'heure, le gouvernement a des contingences qui ne sont pas les miennes. Moi, je suis un chef d'entreprise, je posais mon rapport et la suite n'est pas tellement mon problème. Alors d'abord, c'est très impopulaire en France. Très impopulaire. Enfin, je n'ai pas fait de sondage, mais j'imagine que les gens ne sont pas d'accord sur une hausse de la TVA aussi minime soit-elle et une hausse de la CSG aussi minime soit-elle. Et évidemment, au sein d'une bonne partie de la majorité, alors le problème est le suivant, à mon sens. On parle de choc, plus ou moins atténué, de la compétitivité. Mais les Français, y sont-ils prêts? Parce qu'en fin de compte, il faut qu'il y ait un choc ailleurs pour qu'on accepte un choc de la compétitivité. Je ne dirais pas, par exemple, est-ce qu'il faut attendre une situation extrêmement difficile, comme on le connaît en Espagne, en Italie, je ne parle pas de la Grèce qui est hors concours, mais est-ce qu'il faut attendre une situation extrêmement compliquée, très difficile, pour que les gens finissent par accepter ça? Donc, ou bien faut-il donc attendre ce choc? Mais est-ce que François Hollande a vraiment les moyens d'attendre? Alors voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression du côté du gouvernement qu'on revient un peu sur des formules à la Mitterrand, si vous voulez, un peu laisser du temps au temps. Mais est-ce qu'on a le temps? C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas la crise qui est aujourd'hui le maître du temps? Et est-ce que ce n'est pas elle qui impose son rythme? Je sais bien que le président de la République nous a dit « j'ai besoin de 2 ans ». Vous avez entendu ce qu'a dit Mme Merkel pendant ce week-end samedi devant la CDU? Elle a dit la crise, il va falloir tenir 5 ans au moins. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout dans ce timing-là. Évidemment, si c'est 2 ans, on peut... et il a dit dans son interview au Monde, en fin de compte, nous sommes dans un cycle, et donc on peut espérer, puisque c'est un cycle, qu'il va y avoir un retournement, ce dont avait bénéficié, rappelez-vous, Lionel Jospin, lorsqu'il est arrivé comme Premier ministre. Brusquement, au bout de 5-6 mois, la reprise est arrivée, et ce qui a donné un bol d'air extraordinaire. Est-ce qu'on est dans ce type de conjoncture aujourd'hui? J'en doute. On est sur une crise de type structurel. Et effectivement, il est fort possible qu'il n'ait pas le temps, mais l'opinion publique et son électorat ne raisonnent peut-être pas comme ça. Et donc, il a besoin de temps, lui, pour les convaincre. Et surtout que François Hollande s'est engagé à ramener le déficit sous la barre des 3% du PIB. Est-ce que cet engagement, finalement, c'est pas ça qui le prive de cette possibilité de faire ce choc de compétitivité? Alors effectivement, vous proposez aux gens 2 chocs. Vous leur dites, voilà, écoutez, j'ai 70 milliards, ça fait quand même 2% du PIB en termes de déficit de la balance des paiements, et j'ai 4,5% de déficit budgétaire que je veux ramener à 3. Donc je veux ramener de 4,5 à 3, c'est le projet qui nous est proposé là, c'est donc à peu près une trentaine de milliards. Et puis j'ai encore 30 milliards à cause du choc de compétitivité. 30 plus 30, 60 milliards. C'est énorme. Je veux dire, donc effectivement, cette contrainte qui s'impose à lui, à un moment, une autre contrainte s'impose à lui, et on peut le critiquer tout ce qu'on veut, mais c'est très dur, c'est très difficile à gérer. Et il faut être autre chose disons, à la perfection de la communication. On est là dans une difficulté économique et politique de première envergure qu'on n'a pas connue depuis des années. Et la question est de savoir comment il va se sortir
de ces 2 fois 30 milliards. C'est un problème absolument considérable. Dernière question, Jean-Louis. Louis Gallois a donc remis son rapport ce matin à Jean-Marc Ayrault. Et Jean-Marc Ayrault qui demain va réunir un séminaire gouvernemental pour faire des annonces et tracer ce qu'il appelle la feuille de route de la compétitivité. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces annonces de Jean-Marc Ayrault? Alors d'abord, ça veut dire quand même qu'il avait lu le rapport avant. Parce qu'on n'imagine pas qu'il se réunisse en séminaire cet après-midi et que demain, il soit en mesure, en quelques heures, donc ça veut dire que le rapport n'a pas été construit isolément entre M. Gallois et les gens qu'il a consultés et le gouvernement. Il y a certainement eu des passerelles qui ont permis au gouvernement de se... Je pense qu'il n'y aura pas... Comment dire? Il y aura un mini-choc. Il y aura quelque chose, parce que je pense que le débat aura servi aussi à quelque chose. On voit bien qu'il y a un problème quand même et qu'il faut quand même agir. Donc je pense qu'il y aura sans doute un dispositif fiscal et surtout le rappel de tout ce qu'a essayé de développer les présidents de la République et le Premier ministre ces dernières semaines sur il faut aller dans le sens des filières, il faut agir pour la Banque publique d'investissement, l'innovation, etc., etc. Donc, il y aura des mesures, mais sans doute pas le coup de choc qui nous est promis depuis maintenant plusieurs semaines. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci pour votre éclairage. À noter que ce discours de Jean-Marc Ayrault sera à suivre demain en direct sur les chaînes parlementaires. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée.